Emmanuel Grégoire renonce à installer une fan zone à Paris pour la finale de la Ligue des Champions, finale qui opposera le PSG à Arsenal le 30 mai prochain. De nombreux événements privés sont prévus le même jour, notamment au Stade de France, à la Défense Arena ou à Bercy. Oui, c'est terrible ça. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas mettre en place une fan zone parce qu'on sait qu'il y aura des violences, des débordements, etc. Il y a 20 ans ou 25 ans, on faisait des fan zones, et c'était plutôt agréable d'ailleurs pour l'équipe de France, et même on en fait toujours pour l'équipe de France. Donc c'est une démission. C'est une démission du politique. Et quand le politique arrive au pouvoir, s'il n'était pas au pouvoir, il dirait faut une fan zone, il pourrait avoir un discours comme cela, théorique. Et puis quand t'es maire de Paris, t'es confronté à la réalité. Tu ne peux même pas, pour la finale, je pense que c'est unique en Europe en fait. C'est unique en Europe où une capitale... Alors je pense qu'une capitale qui n'est pas capable de créer une fan zone... je vais regarder. Pour simplement regarder un match de football, ça en dit long sur la société française. Dès la semaine dernière, on a dit que ça marcherait pas. C'est plus risqué que le reste. Il va y avoir des débordements non contrôlés partout. Oui, alors c'est possible, mais le détail, comme vous le savez, n'existe pas. Ça n'existe pas, le détail. Eh bien, voilà quelque chose qui signe la société française. Pas de fan zone. Et tu tires le fil de ça et tu as toute la société française. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Émilie. J'avais une dernière information. Le premier musée consacré aux Beatles va ouvrir l'an prochain à Londres, au 3 Savile Row. C'est l'immeuble où le groupe a enregistré l'album Let It Be. Bien sûr. C'est là aussi qu'ils ont donné leur ultime concert. Les visiteurs pourront découvrir des archives inédites, des expositions temporaires, et il sera également possible de visiter une reconstitution du studio où les Beatles ont enregistré Let It Be, sorti en 1970. Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon et George Harrison. Voilà, c'est le dernier, les Beatles. Il va y avoir 4 films qui vont être consacrés aux Beatles. Un par Beatles. Ah bon ? Réalisé par Sam Mendes. Moi j'adore sur les Beatles, mais en général je suis comme tout le monde, j'adore ça, les histoires qui évidemment sont fausses, mais qui nourrissent le mystère, et notamment la mort de Paul. Vous savez que longtemps on a dit, longtemps certains imaginent que Paul McCartney est mort, et se base sur une tonne de choses. Par exemple, il y a le célèbre album où il marche dans une rue sur un passage piéton et Paul McCartney est pieds nus. Alors il y a de multiples comme ça régulièrement indices pour certains complotistes. On est complètement chez les complotistes. Oui, vous connaissiez cette histoire? Ah bah non, il était tellement vivant que ça n'était pas arrivé jusqu'à moi, cette histoire de complotiste. Tapez Paul McCartney mort et depuis 30 ans, 40 ans, Gérard Carreau. C'est quelque chose qui est... Les mêmes doivent imaginer Michael Jackson toujours vivant. Mais bien sûr, mais il y a... Mais il l'est. Bon, merci beaucoup Émilie de revenir à 16h30. À 16h30, tiens, 16h05. Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Elle daigne revenir enfin avec nous, Caroline Iturbi. Je ne sais pas pourquoi vous étiez si absente ces derniers temps. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez cette impression. J'étais là la semaine dernière. J'ai juste pendant une semaine de vacances scolaires été un petit peu absente. Elle est au maillot plage, en bikini. Elle tourne dans les hôtels. Oui. J'ai préféré le bikini au micro pendant une semaine. J'ai le droit, non? Ça me regarde. Vous pourriez Gérard Carreau qui lui préfère le micro au bikini. Pourquoi il en a des mots, Et depuis bien longtemps, Christophe Bordet. Vous bronzez je ne sais où. Ah moi je bronze pas. Non, tu rougis toi. Je rougis, ouais. Notre camarade Gauthier Lebray, bonjour, que vous avez entendu, et puis Olivier Guénec qui est là. Bonjour, vous avez tous passé un bon week-end? Oui. Michael Youn et sa compagne Isabelle Funaro, victimes ce matin d'un homejacking près d'Aix-en-Provence. Ça c'est d'une violence inouïe. Près de 100 000 euros d'argent liquide, de bijoux et de montres auraient été dérobés. 2 individus cagoulés se sont introduits au domicile du couple. Leurs 2 enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 7 ans étaient présents. Selon le Parisien, l'un des malfaiteurs aurait mis en joue la fille du couple avant de contraindre Michael Youn et sa compagne à ouvrir leur coffre et à leur remettre le contenu. Je ne sais pas si nous avons d'autres informations, parce que Michael Youn est une personnalité d'abord appréciée, évidemment célèbre. Il y en a une autre, Pascal, c'est qu'ils ont braqué sa fille de 14 ans pour qu'il ouvre le coffre.
C'est-à-dire que c'était une arme longue. On était avec Sabrina Birlabouillet ce matin sur l'antenne de CNews et pour que les parents ouvrent le coffre, ils ont braqué son enfant de 14 ans. Mais moi, je suis pour une sévérité totale. Je vous l'ai dit, le homejacking, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que je suis à fond pour les peines planchées. Tu fais un homejacking, c'est 10 ans ou 15 Beaucoup ans, de quoi mineurs qu'il arrive. dans ces affaires-là. Mais vraiment, je vous assure, moi c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que vous ne ferez jamais de homejacking de votre vie. Non. Je pense qu'il faut avoir des sanctions très très fortes qui soient dissuasives. Parce que si tu dis à la société française, attention, si vous faites un homejacking, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, c'est une peine maximum. Vous mettez en dehors de la société des gens qui sont nuisibles. C'est un traumatisme à vie pour cette fille, pour cette petite fille, cette adolescente. Et l'autre, 7 ans. Et je pensais d'ailleurs que c'était 17 ans, le garçon, il a 7 ans. Et puis, c'est un traumatisme à vie pour Michael Young et pour son épouse. Donc, je pense. Et ça se répète, c'est arrivé à Guillaume Play. Bien sûr. C'est arrivé à Guillaume Play. Guillaume Play, quand il n'était pas là, c'est arrivé à sa femme et ses enfants. Bruno Guillon, il y avait son petit garçon, quand il s'est fait homejacker il y a quelques mois. Il y en a d'autres. Mais vous savez les conséquences évidemment, de ça ? la famille Tapi. Oui, bien sûr. Vous savez les conséquences de ça ? Parce que moi, je connais beaucoup de gens comme ça. Bien sûr, il y a des couples qui se séparent. Non, alors il y a ça, bien sûr, mais il y a surtout beaucoup de gens qui ne prennent plus de maison. Ah oui. Moi, je connais beaucoup de gens qui vendent leur maison. Ils vendent un appart après ? Exactement. Un appartement, c'est quand même un peu plus difficile de faire un homejacking dans un appartement parisien. Moi, je connais au moins 3 personnes qui habitaient dans la région parisienne. Une à Meudon, qui avait une très jolie maison, qui a dit moi je vends parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Et ils sont venus à Paris en appart. Bien sûr. Ouais. Après, dans un appart, il y a toujours un risque, bien sûr. Mais une maison, évidemment. Christophe Beaugrand, évidemment, dont le compagnon était tombé du balcon, avec le fils qui avait dû se réfugier sur le toit. Bien sûr. C'est une histoire incroyable. Bien sûr, c'est d'une violence inouïe. Et quand il y a une personnalité aujourd'hui, il ne faut plus rien détenir presque chez soi. Enfin, il faut faire hyper attention là-dessus. Oui, en termes d'objets, de valeurs, etc. Vous ne pouvez plus te permettre. Et ça n'arrive pas qu'aux personnalités. Ça n'arrive pas qu'aux personnalités. Mais bien sûr qu'ils sont visés plus que les autres. Elles sont sans doute plus visées, effectivement, que les autres. Mais dans une maison, tu rentres quand même un peu plus facilement que dans un appartement. Mais ça se passe comment, là, par exemple ? Ils avaient des infos avant ou c'est par hasard ? Oui, je pense qu'ils ont été ciblés. Ils ont et il y aura forcément des choses. Je pense qu'ils ont été ciblés, oui, bien sûr. Vous me demandez ça, réfléchissez, vous allez trouver tout seul. C'est comme les Ils ne sont pas arrivés au hasard à 9h le matin en disant bonjour. J'imagine que quand tu entreprends ce genre de choses, tu as des infos. C'est tout. Oui, mais c'est des infos qu'ils récupèrent sur les réseaux sociaux en général. Parce qu'un peu innocemment, on explique soit qu'on est là, soit qu'on n'est pas là, soit on dévoile l'intérieur de sa maison. C'est arrivé à Sylvie Tellier, à Cyril Lignac, à Beaugrand, on l'a dit, à Christophe de Chavannes. Et en fait, Bruno Guillon également. Exactement. Et donc en fait, c'est vrai que finalement, à force de mettre sur les réseaux sociaux l'intérieur de sa maison de manière un petit peu, on va dire, innocente, et ça crée ce genre de... Mais faut même pas mettre sa maison sur les réseaux sociaux parce qu'il y a la tentation de dire c'est parce qu'on s'affiche trop sur les réseaux. Si ils savent qu'une personnalité habite dans le coin, ils ont même pas besoin de voir les photos sur les réseaux sociaux. Michael Youn, il avait pas mis les photos de son coffre-fort sur les réseaux sociaux puisqu'ils lui ont demandé d'ouvrir le coffre-fort et qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur du coffre-fort. Non, mais il est possible, tout le monde n'a pas un coffre-fort. On est bien d'accord. Donc il est possible qu'ils aient des informations de gens qui ont parfois travaillé. Mais donc c'est pas seulement les réseaux sociaux. Non, bien sûr. Et puis la victime n'est pas responsable par définition de ce qui lui arrive. Et il y a plein de personnalités qui mettent plus quand ils partent en vacances maintenant aussi. Ils mettent plus rien. Mais ça sur les réseaux, ils ne communiquent plus. Vita aussi, justement. Et effectivement, ça lui arrivait, je crois, à même 2 reprises. Donc la chanteuse, mais c'est d'une violence. Bien sûr, ça crée des comportements nouveaux. Il y a des gens qui achètent plus de maison, qui disent je vais aller à l'hôtel. Vous parliez des footballeurs aussi la dernière fois. Ils profitent qu'ils soient en match pour aller chez eux. Bien sûr. Et donc là, on s'en prend à la femme, aux enfants, quand la personne n'est pas là. Bien sûr, c'est une société extrêmement violente et tous les jours, nous avons des témoignages de la violence de cette société. On en aura évidemment aujourd'hui de nouveau dans cette émission, notamment avec ce qui s'est passé avec Mathéo, et on va en parler dans une seconde à 16h11. Soyez les bienvenus. Si vous nous écoutez, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus rien là en ce moment. Tout le monde travaille. Ah oui. Il y a le pont d'Ascension. Que le pont d'Ascension, il n'y aura pas grand monde en France. Aujourd'hui, c'est une journée ouvrée. Non, mais c'est jeudi l'Ascension. C'est jeudi, c'est demain, mais les gens partent mercredi. C'est noir sur pratiquement l'ensemble du territoire. Sur les rues de Paris, partout. Voilà, il va faire un temps affreux partout. Alors dans le sud, ça ira, mais c'est vrai toute la partie vraiment nord, même sud-ouest, c'est pas fou. Je vais vous dire, dans le sud,
même moi j'imaginais pourquoi pas exceptionnellement partir jeudi, vendredi, samedi, mais j'ai vu à Ajaccio par exemple il va pleuvoir jeudi, vendredi et samedi. Donc finalement vous restez avec nous. Bah oui, autrement j'aurais demandé à monsieur Lebret d'être là. Jeudi, vendredi, mais... Alors, jeudi, ça aurait pu le faire. Vendredi, j'avais quelque chose de prévu. Vous avez quoi de prévu? Je pars. Je me permets à quelques kilomètres. De toute façon, le problème ne se pose pas, il fait pas beau nulle part. Oui. J'embrasse Mémé Zouzou qui est sur la route, elle va en Espagne se faire un petit voyage, donc je l'embrasse, elle nous écoute, quoi. Voilà. Se dorer la pilule. C'était important. J'imagine ceux qui nous écoutent pour la première fois et qui entendent ce nom pour la première fois. C'est votre grand-mère, je précise. Bon, si chacun embrasse sa grand-mère qui est sur la route. J'embrasse Monique, qui n'est pas sur la route, qui est dans son couloir et qui essaye d'aller d'une pièce à l'autre. Écoutez, vous avez pris une liberté éditoriale avec cette émission. Liberté éditoriale. Exactement. C'est bien le terme, ouais. Bon, on nous la violence sur les terrains de football, on en parle dans une seconde à 16h13. Oh, Christophe Bordet, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Vous le savez, Mathéo à 9 ans, il a été lynché, le terme est trop fort. Il a été quand on reçoit des coups de pied dans la tête, c'est quand même pas terrible. Camarades, c'est pas ouf. Quand on termine sur une civière, lynché, tabassé, tabassé. Vendredi dernier, lors d'un tournoi de football à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, il a été roué de coups par 5 garçons du même âge de l'équipe adverse. Creil, Mathéo a reçu plusieurs coups de pied à la tête, au corps. Un éducateur de Creil était à proximité. Il n'a pas voulu donner l'identité des jeunes garçons et des agresseurs. Mathéo a été évacué, hospitalisé vendredi pour des examens. Une vidéo le montre sur un brancard entré dans un camion de pompiers sous les applaudissements de ses camarades du club. Le club de Creil a attendu dimanche pour présenter ses excuses à Mathéo et sa famille. Et visiblement, les joueurs célébraient leur victoire parce qu'ils avaient gagné la finale alors que le petit garçon montait dans l'ambulance. La Fédération française de football compte sanctionner évidemment ses comportements. Le préfet du Pas-de-Calais a été ferme hier soir dans un message. Dès aujourd'hui, il va signaler ces faits au parquet afin que les responsabilités soient établies au plan pénal. Le maire de la France insoumise de Creil a jugé irresponsable les élus qui ont partagé l'histoire. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le fait d'en parler est parfois pour... En l'occurrence, le maire de LFI, c'est condamnable. Non, vous parlez de cela. On va être avec Florian Haït Ali, qui est président de l'US Colomiers. Je le salue. Mais avant cela, on écoute Julien Bory, président du club d'Auchy-les-Mines. Il était hier dans l'émission Elliot Deval et vous. Et Auchy-les-Mines, c'est le club de Mathéo. D'un seul coup, sur un attroupement, il y a une bousculade, Mathéo est bousculé, il rend la bousculade et le joueur est mis au sol et il prend des coups. Ça a duré une quinzaine de secondes, mais c'était très violent. Nous, on met en cause le comportement de l'éducateur parce que, en ne voulant pas dénoncer le nom de ses joueurs, en fait, il cautionne cette violence. On ne peut pas se permettre de cautionner une violence pareille. La scène était lunaire. Vous aviez le camion de pompiers qui arrive pour venir chercher le petit Mathéo. Eux étaient derrière en train de célébrer leur victoire au tournoi en faisant des selfies avec la coupe. Aucun sens moral et fair play. Comment il a pu célébrer la victoire en félicitant ses gamins alors que nous, le petit partait en brancard, quoi. C'est quelque chose que moi, j'avais jamais vécu en 6 ans de présidence. On en a marre. Il n'y a pas que à Auchy-les-Mines, tous les week-ends, sur tous les terrains de football, dans tous les districts. Il se passe des violences. Parfois, c'est les parents, les joueurs entre eux, les éducateurs. Et en fait, il y en a marre. Depuis la période post-Covid, le football est un véritable défouloir. Et nous, on dit stop. Là, c'est un enfant de 9 ans, battu par d'autres enfants. C'est un degré de violence qui est jamais vu. Julien Bory sur l'antenne d'Europe 1 à 16h18, c'est le président du club d'Auchy-les-Mines et il était interrogé par Elliot Deval hier. Et là, je vous propose d'écouter Mathieu, c'est le père de Mathéo. Il était sur Radio Monte Carlo. C'était la finale en plus, donc le coup de sifflet final. Et en fait, je vais pour serrer la main pour féliciter l'entraîneur adverse. Et là, j'entends des bruits, des cris. Je me retourne et je vois mon fils recroquevillé et à 5 ou 6 dessus en train de le frapper, quoi. Et là, j'ai agi le plus rapidement possible. Alors, on a tous agi. En fait, il s'est fait bousculer au départ. En fait, ils l'ont nargué parce qu'ils avaient gagné la finale. Ouais. Et, donc lui, il s'est défendu, il a repoussé. Et là, c'est là qu'ils se sont acharnés dessus. En fait, oui, il a repoussé. On voit votre fils qui fait un geste. À cet âge-là, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça ne devrait pas arriver. C'est arrivé tellement vite. On a agi rapidement quand même, mais ils ont réussi à lui mettre des coups, quoi. C'est pas possible, quoi. Ça ne devrait pas arriver. Mathieu, le père de Mathéo, interrogé ce matin sur RMC. Alors, on est donc avec Florian Haït Ali, c'est le président de l'US Colomiers et votre club. Bonjour, monsieur Haït Ali.
Bonjour Monsieur Pro, bonjour à toute l'équipe. Et merci d'être avec nous pour évoquer ce qui se passe sur les terrains de football chaque dimanche. Alors il y a le foot amateur, la violence, mais là il y a aussi le foot des enfants. C'est pas exactement la même chose. Votre club a été victime de violents incendies en octobre 2024 envers les voitures de 2 éducateurs U11. Alors U11, ça veut dire under, en dessous 11. Dans le temps, on disait pupille, minime, cadet, etc. Et puis depuis, 20 ans, il y a U11, U13, U15, U18, etc. La cause, un des commanditaires de l'incendie était mécontent du choix des coachs de l'équipe U11. Vous voyez la raison. Et on voit, alors on le dit souvent, des parents qui pensent qu'ils détiennent le petit Mbappé dans leur famille et qui veulent faire la loi, j'ai envie de dire, auprès des coachs et qui rendent votre travail difficile, votre travail qui n'est pas un travail d'ailleurs, puisque vous êtes des bénévoles, mais qui rendent votre mission difficile. Exactement. Après, déjà, tout mon soutien à Matteo, au président du club, parce que j'ai vécu aussi, d'une autre manière ce qui s'est passé, et c'est quelque chose de terrible. Là, c'est des enfants, je trouve le reflet de la société, malheureusement, actuellement. Quand j'étais intervenu dans votre émission, j'avais dit que la prochaine fois, ça serait peut-être mort et qu'il fallait que les pouvoirs publics s'emparent de cette problématique. Heureusement, on n'en est pas arrivé là, mais voyez, on s'y rapproche. Et je réitère mes propos, si le ministère public ne s'empare pas de cette problématique dans le sport en général, parce que c'est sûr, vous avez cité le foot, et c'est exacerbé dans le foot parce qu'on a cet ascenseur social qui peut exister, mais on le voit de plus en plus au rugby, au handball, au basketball, sur des niveaux d'enfants aussi. Donc je pense que c'est vraiment un problème sociétal dont les ministères publics devraient prendre l'ampleur. Le président de l'US Colomiers, c'est dans le sud-ouest, c'est près de Toulouse. Alors, il y avait quand même une réponse pénale. Les voitures des 2 entraîneurs de l'US Colomiers avaient été incendiées donc en octobre 2024. 3 hommes ont été jugés. Et il y a eu 4 ans de prison, notamment pour le père d'un des joueurs qui avait 10 ans ou 11 ans. Ce n'est pas rien. Exactement. Non, c'est pas rien. Après, on avait eu un grand élan de solidarité, mais le problème, je trouve que c'est un peu comme en France, quand on subit des attentats ou des choses comme ça, on est tous solidaires pendant 15 jours, 3 semaines, et puis après tout s'arrête. Le problème, c'est que c'est sur la durée qu'il faut remettre un peu d'ordre civique, c'est-à-dire accepter la frustration de perdre un match, parce que ça aussi, il faut qu'on réapprenne aux enfants que perdre, ça fait partie aussi de la vie, on gagne pas tout le temps. Et après, c'est aussi ne pas répondre à la violence par une violence exacerbée, de plus en plus forte, qui ne s'arrête pas. Et là où je rejoins aussi le président, c'est que c'est pas acceptable que l'éducateur en question ne puisse pas nommer les enfants. Je sais pas, je suis pas juge pour dire qu'est-ce qu'ils méritent, mais je pense qu'une sanction doit être appliquée pour que eux aussi apprennent que quand on fait une erreur dans la vie, on est sanctionné. J'écoutais votre flash info, vous le disiez, je suis pas juge, vos propos vous appartiennent, mais c'est important de montrer dans cette société que quand on fait une erreur, on peut être sanctionné, et c'est comme ça qu'on apprend. Et je trouve que on oublie ça, et que le rôle de l'éducateur, c'est aussi d'aider les pouvoirs publics à enrayer ce genre de violence, pour que tous les enfants qui fassent du sport, que ce soit dans un club d'élite ou même pour le plaisir, puissent le faire de manière saine et sans oreille à penser. Florian Aitali, c'est le président de l'US Colomiers. Il y a combien d'équipes à l'US Colomiers dans votre club ? Alors, nous sommes un club de 800 licenciés. Donc, c'est beaucoup. On a 290 licenciés filles, le reste garçons, plus des bénévoles. Je vous pose la question depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a eu des incidents pour des jeunes, pour des moins jeunes, pour l'équipe senior ? Il y a combien d'équipes seniors ? Donc, équipe senior, on en a donc 2 filles, 2 garçons. Elle est en quel niveau ? Celle qui est le mieux placée, la mieux placée ? Alors, on joue la montée en National 2 ce week-end. C'est un bon niveau quand même. Alors là, on n'est plus vrai. Oui, c'est peut-être plus encadré d'ailleurs que certains matchs. Plus encadré, voilà, il y a peut-être plus de sécurité précisément parce que les enjeux sont différents. Là, on est quasiment avec des professionnels. Oui, alors non, on est vraiment amateurs. Nous, ils travaillent tous et ils jouent ensemble le soir. On n'est pas dans une structure mais National 2, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste un niveau assez important. 4e division, pour jouer en 4e division aujourd'hui en football, il faut être d'un très très bon niveau. Il ne faut pas se tromper. Ce qui est important, c'est aussi que ça nous permet de faire passer des messages à l'ensemble du club. Vous voyez, est-ce qu'il y a eu des incidents cette année ? Est-ce que vous avez eu un incident, une violence cette année ? Non, je touche du bois. Non, mais donc c'est pas non plus tous les jours. C'est ça qui est important.
C'est important de le rappeler, vous avez raison. C'est-à-dire que il y a beaucoup de parents qui amènent avec fierté leurs enfants et qui les laissent s'amuser. On a toujours des discussions, on a toujours ça, mais malgré tout, on arrive, avec nous, ce qui s'est passé, à faire passer des messages de retrouver le plaisir de jouer au foot et que il vaut mieux payer des cours de maths, de français, de musique, de danse, plutôt que de payer des coachs privés pour peut-être devenir un jour professionnel. C'est tellement aléatoire, ça n'existera même peut-être pas pour beaucoup. Vous avez raison. Donc, Caroline Iturbide veut vous poser une question, Monsieur le Président. Oui, j'ai une question parce que depuis plusieurs heures, il y a des gens en tout cas qui avancent la théorie peut-être du racisme anti-blanc. Avec un groupe donc qui se serait jeté comme ça sur le petit Matteo. Est-ce que cette piste, elle est valable ou ça n'a rien à voir ? Moi, alors déjà, je n'étais pas sur place puisqu'effectivement on est à Toulouse, donc je vais déjà mesurer mes propos. Aujourd'hui, on est face à des enfants de 9 ans. Moi, je le vois, on est un club nous populaire avec plein de mélange de religions. Le cadre le plus important, c'est le sport et la laïcité. Ça, c'est le message le plus important. Je pense que là, malheureusement, on a une réaction, une frustration sur une défaite, une finale. En plus, c'est important pour les enfants. Et du coup, 2 réponses. Moi, ce qui me dérange le plus, et je pense que malheureusement Matteo était cet enfant-là à ce moment-là. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est plutôt la violence de la réaction. On a un enfant, on peut se bousculer, c'est terminé, ça s'arrête. On ne peut pas frapper un enfant ou un adulte ou une femme au sol, ça n'existe pas. Et pour ça, il faut qu'il soit puni, pour qu'il comprenne que dans la vie, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Bon, moi j'ai vu les images de toute façon parce qu'elles circulent. Bon, je n'imagine pas ce cas de figure que des jeunes de 9 ans se regroupent ensemble dans un acte raciste. Je ne l'imagine pas à 9 ans. Et j'espère effectivement qu'on n'en est pas là et je ne veux pas le croire. En revanche, cette violence, elle est là et c'est celle-là qui nous interroge. Et puis ce qui nous interroge également, c'est la réaction de la société, puisqu'il y a une volonté parfois de ne pas forcément, notamment dans les médias, de ne pas forcément, selon l'expression, mettre de l'huile sur le feu. Mais quand on dit cette expression, on oublie qu'il y a le feu. En revanche, un mot quand même pour la Fédération française de football, parce que Philippe Diallo prend la mesure de cela. Je me souviens avoir une conversation avec lui, et il disait que lorsqu'il avait fait son année d'élection, où il allait dans tous les clubs, le sujet le plus important qui revenait, c'était la sécurité du football amateur. Et il a pris l'initiative, par exemple, de mettre sur les arbitres des caméras, ou je ne sais pas si c'est en place, mais en tout cas, c'est une initiative qui a été prise. On marque une pause parce qu'il est 16h27 et je donne la parole à Christophe Bordet. Émilie Dez va arriver. Vous restez avec nous, vraiment, monsieur Florian Haït Ali. Et bravo à vous, parce que l'engagement de tous ces présidents, de tous ces amateurs, de tous ces bénévoles, vous savez, c'est une culture. Moi, je les connais très bien, ces gens-là. Alors, je les connaissais il y a 40 ans. Ces gens qui accompagnaient les gosses, qui pour rien, qui se levaient tôt le dimanche, qui les réconfortaient après la victoire. Moi, je vous assure, je me souviens d'éducateurs. C'est pas les entraîneurs, ça. Je parle d'éducateurs. Il y avait quelqu'un, je me souviens encore de son nom, Marcel Guéguin. J'avais manqué un penalty. J'avais 12 ans, j'étais en pleurs. Il m'a consolé dans le vestiaire, j'avais manqué un pénalty. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je me souviens plus, mais c'était des gens merveilleux. Et c'est pas l'entraîneur, ça, je le répète. L'entraîneur, parfois, il était un peu plus dur. L'éducateur, il t'accompagnait. Il y avait c'était le monde d'avant. 16h28, à tout de suite. Avec Caroline Iturbide-Jarre, Christophe Bordet, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et je remercie Florian Haït-Ali qui est là. Il est le président de l'US Colomiers. Son club a été victime de violents incendies en octobre 2024 envers les voitures de 2 éducateurs U11. La cause, un des commanditaires de l'incendie était mécontent du choix des coachs de l'équipe U11 qui n'avait pas accepté que son fils participe à un tournoi. Alors depuis, il y a une réponse pénale assez forte d'ailleurs, parce que le père a quand même a eu une peine de prison de 4 ans, dont 2 avec sursis. Il a interdiction de détenir une arme durant 5 ans. Et les 2 autres majeurs ont également été jugés. L'un était âgé de 36 ans, l'autre de 20 ans. Et ils ont été également condamnés. Mais ce qui nous intéressait, et c'est votre témoignage, monsieur Haït Ali, vous nous avez dit que
cette année s'était bien passée quand même. Vous avez 800 licenciés, vous avez de nombreuses équipes, seniors jusqu'aux plus jeunes, et il n'y a pas eu un incident. Donc ça, c'est positif, ça montre que le football amateur, une saison peut se dérouler dans le calme, et puis votre équipe senior peut monter en National 2, ce qui est la 4e division, donc c'est un très bon niveau. Mais Christophe Bordet voulait vous poser une question. Oui, moi je voulais savoir si chaque année, justement, vous arrivez à répertorier le nombre d'agressions au global que vous pouvez avoir dans votre club. Parce que je voyais qu'au niveau national, il y a un observatoire. Pas cette année, là. Il a dit qu'il n'y en avait pas, tout s'était bien passé. Jusqu'à présent, mais l'an passé, il en a peut-être eu, et les années précédentes aussi. Il y a un observatoire quand même qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été mis en place par la Fédération française de foot, justement, et qui dit qu'il y a quand même 12 000 incidents ou agressions chaque année dans le football amateur. C'est pas rien. Et qu'il y a beaucoup d'agressions qui ne reviennent pas aux oreilles de la police ou de la gendarmerie, par exemple, parce que les plaintes ne sont pas déposées. Ce sont des agressions qui restent dans une sorte de trou noir, en quelque sorte, quoi. Donc, est-ce que vous, par exemple, vous avez déjà été confronté à ça, c'est-à-dire, effectivement, à la fois le nombre d'agressions que vous avez pu vivre, et puis le fait que des gens vous disent « Non, mais c'est pas grave, on va pas porter plainte ». Alors, déjà, c'est une très bonne question. On apprend toujours de ce qui se passe. Vous savez, c'est un peu comme les crashs d'avion. Et je mets en place avec mon comité de direction des process qui permettent un peu de gérer ça. Donc, on a des responsables, en fait, et on a fait une échelle, si vous voulez. C'est pas des agressions, mais quand vous avez déjà des personnes qui invectivent au bord du terrain, il faut savoir que dans les chiffres nationaux, ça peut être considéré comme, du coup, une problématique rentrant dans les chiffres. Nous, on va, si vous voulez, le gérer en interne, c'est-à-dire repérer les parents qui ont agi de la sorte, les convoquer et traiter le problème. Le rôle des associations aujourd'hui, et on avait évoqué ça il y a 1 an et demi lors de votre émission, c'est aussi pas de remplacer le pouvoir public, attention, mais de pouvoir justement anticiper, expliquer aux personnes qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. On est dans un cadre où on est dans une pratique sportive d'enfant et qu'il n'y a aucun intérêt, que ça ne avancera à rien, soit d'invectiver l'arbitre, soit d'invectiver le parent d'à côté parce que son enfant a subi une faute, parce que des fois c'est ça. Et donc nous, on a pris le parti de mettre des process avec des graduations d'incidence et de pouvoir les gérer en interne. Si à un moment donné on dépasse ce stade de graduation, là on va aller sur d'autres sanctions. Mais c'est vraiment important de le gérer. Et on avait aussi quelque chose qui avait marqué les esprits, c'est qu'on avait fermé le club pendant 15 jours aux dépens de toutes nos compétitions, à part les équipes fédérales, puisqu'on n'avait pas le droit. Et c'était important de marquer le coup. J'ai vu que le tournoi avait continué ou que les matchs avaient continué le lendemain. Je trouve que c'est important que le club marque ce qui s'est passé et que les clubs aussi, nous, on avait été suivis par l'ensemble des clubs de la Ligue Occitanie où il n'y avait eu aucun match pendant 15 jours de manière à ce qu'on puisse se poser sur cette problématique de violence et de pouvoir mettre des réponses nécessaires. Le président de l'US Colomiers est avec nous. C'est un club qui est près de Toulouse et nous sommes avec son président Florian Haït Ali. 2 ou 3 choses pour terminer. Le budget d'un club comme le vôtre sur une saison ? Alors, le budget d'un club comme le nôtre, on est aux alentours des 900 000 euros. Et les recettes, la fédération vous donne combien sur ces 900 000 euros ? C'est pas assez. Je ne sais pas si je peux passer un appel. Non, aujourd'hui, un club de National 2 perçoit 13 000 euros de la fédération. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, les recettes... Les recettes, ensuite, on a le prix des licences, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'une licence dans un club comme le nôtre coûte entre 275 et 300 euros à l'année. Sauf que c'est nous, pas donné. C'est pas donné, mais c'est un sport où on s'entraîne 3 fois par semaine, plus le match. Même pour un petit de 11 ans, par exemple, c'est 300 euros. Donc, on va décomposer. Je m'attendais à cette question. 275 euros, donc du coup, pour un petit, vous enlevez la part de la Fédé, qui est d'une 30aine ou 40aine d'euros, d'accord ? Vous enlevez la partie dotation, parce qu'on fournit survêtements, chaussettes, shorts, maillots, tout ça. Il reste pour le club environ 90 euros. Et on est dans une ville qui nous aide beaucoup et qui a mis en place un chèque sport, en fait, et qui permet à ces 90 euros de déduire à nouveau encore 30 euros pour les familles qui en ont besoin. Donc, sur l'année, quand vous le mettez au nombre d'heures passées et au nombre d'entraînements et tout ça, finalement, c'est beaucoup moins cher que le cheval. Je
suis d'accord. La danse ou la gymnastique. Je suis d'accord, ça c'est 20 € par mois et on peut s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine et on joue le dimanche. Et pendant ce temps-là, ils font du sport, Exactement, je suis d'accord avec vous. Dernière chose, l'équipe senior, les joueurs sont... Il y a des primes en cas de victoire. Est-ce qu'il y a un petit peu d'argent qui est distribué ? Alors, il y a effectivement, nous on marche, tous nos joueurs travaillent, d'accord, parce que pour moi c'est important dans le projet sociétal, on n'est pas un club professionnel, donc c'est important qu'on puisse soit les aider à trouver un métier, soit par de l'apprentissage, soit ils ont déjà un travail. Donc nous, la plus petite rémunération, parce qu'on parle de défraiement, c'est 200 €, en National 3, 200 €, et la plus importante c'est 1190 €. Ah oui, c'est ce que vous voyez, 1190 € par match, c'est-à-dire que quand vous en... Non, par mois. Oui, c'est pas d'accord. Par mois sur 10 mois. Oui, mais c'est de l'argent, parce que parfois, pour la personne qui gagne, parfois ça représente un tiers de sa rémunération globale, annuelle. Alors après, ils sont obligés de travailler à côté, mais pour moi, c'est vraiment important et c'est le projet du club qui est comme ça, c'est vraiment primordial. Parfois, la mairie, alors je ne sais pas si c'est le cas à Colomiers, mais pour attirer un bon joueur, on lui propose pourquoi pas d'être jardinier à la mairie ou un emploi, ça se faisait comme ça jadis. Je ne sais pas si ça continue toujours. Jadis, là aujourd'hui, maintenant, avec les finances des différentes collectivités, ça se passe plus comme ça, mais effectivement, vous avez raison, il y a quelques années, ça se passait un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite, je sais que vous n'avez pas dû passer un super week-end avec la descente en Ligue 2 de Nantes. Oui. Donc, du coup, voilà. C'est vrai, vous faites bien de rappeler ce moment difficile. C'est malheureux pour le club du FC Nantes. Mais nous allons remonter avec Monsieur Laurent Tessier. Nous allons, en plus, à Lens, on aurait dû gagner, mais bon. Vous savez, le FC Nantes. Mais exactement, le FC Nantes cette année, au-delà de ce qui a pu se passer, le manque de chance dans le sport. Le sport, c'est irrationnel. Et le FC Nantes cette année a eu tout contre lui. Des poteaux, des buts à la dernière seconde, des pénaltys, etc. Ça peut arriver. Parfois, c'est le contraire. Et cette année, ça a été effectivement une série noire. Vous vouliez poser une dernière question avant qu'on... Oui, c'est comme au niveau, on va dire, au très haut niveau en France, au niveau professionnel. C'est-à-dire que celui qui est payé 280 €, comme disait monsieur, au niveau des défraiements, c'est le moins bon joueur. Et celui qui est payé 1180, c'est le meilleur ? Ou il y a d'autres barèmes En fait, nous, on fait plutôt une récompense, on va dire, les jeunes qui sont formés au club. Quand vous êtes jeune, vous arrivez dans l'équipe première, vous avez peu de temps de jeu. Donc, en fait, c'est plutôt les jeunes joueurs qui ont ce défraiement-là, parce que j'estime que c'est important aujourd'hui quand vous avez le coût de l'essence pour venir aux entraînements, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez 280 €, ça couvre juste les différents allers-retours que vous pouvez faire, très clairement. Et donc après, c'est des joueurs qui sont un peu plus confirmés, qui ont déjà pu s'exprimer à ce niveau-là, qui peuvent prétendre à avoir ça. Donc on a fait ce système de grille et qui permet d'avoir une cohérence de défraiement dans le vestiaire, en fait. Florian Haït Ali, 900 000 €, le budget de l'US Colomiers. Pour le président, généralement, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie en dehors du football. Ça me coûte de l'argent, moi. Mais oui, il n'y a rien. Ah bah non, le président, il est chef d'entreprise. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est une personne assez aisée qui est président. Parce qu'elle peut se libérer. Il est chef d'entreprise, monsieur Florian Haït Ali. Oui. Donc il peut prendre un peu de liberté avec son emploi du temps. Forcément, parce que c'est lui qui le gère, son emploi du temps. Et puis j'imagine c'est une passion. Moi je connais par cœur ce type de profil de gens qui aiment tellement le foot, qui sont investis. Mais ça, c'est une deuxième activité, c'est 50 heures par semaine. Donc, Madame Haït Ali, elle ne doit pas voir souvent Monsieur Haït Ali. Et Monsieur Haït Ali ne gagne rien du tout avec son club. Souvent, tu perds de l'argent avec le foot. C'est vrai, monsieur ? C'est complètement vrai, ça me coûte de l'argent. C'est exactement ça. En fait, moi j'ai un profil où j'ai joué en Ligue 2 à Niort, au Chamonix-Niortais à l'époque. Mon club formateur, ça a été Colomiers. Je suis revenu, j'ai fini ma carrière là, et c'était important pour moi de rendre ce qu'on m'avait donné, ce que le club m'avait permis de pouvoir accomplir professionnellement et tout ça. Donc c'était important pour moi de rendre. Donc oui, je suis chef d'entreprise, j'ai mon entreprise. Je me considère pas aisé, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais non, mais mon entreprise participe. C'est une entreprise de quoi ? Je travaille dans les assurances. Bon, mais c'est vrai que si je vous demande ce qu'a été votre week-end, j'imagine que samedi vous étiez à 10h pour voir les U15, et puis samedi après-midi vous avez vu les U17, et puis dimanche vous étiez avec les seniors, et puis parce que je connais les présidents, je sais leur vie. Je vous dis, madame, je ne sais pas s'il y a une madame Haït Ali, mais elle ne doit pas vous voir. Alors, non, ce qui est difficile, c'est que ma fille fait du basket, et effectivement ça prend beaucoup de temps, je ne peux pas trop la voir comme je veux. Donc du coup, le compromis, c'est que dans certains déplacements, comme quand on va à Arcachon, des trucs comme ça, on arrive
va partir sur le week-end. C'est juste le compromis qu'elle a accepté, c'est tout. Et voilà, mais c'est la vie du foot, mais c'est une passion. Merci en tout cas, c'était vraiment sympa de vous avoir, monsieur Aït-Ali, président de l'US Colomiers. Merci d'avoir parlé de la violence dans le football. Vous connaissez moins cet univers, monsieur Carrérou? Oui, mais ça m'empêche pas d'être navré de ce qui se passe, parce que là, j'écoutais avec intérêt notre interlocuteur. C'est le visage éclairé, c'est le bon côté du sport. Mais moi, quand je vois des gosses de 9 ans qui sont presque, en train de s'entretuer sur un stade, je me dis, mais jusqu'où on va aller? On est en train de se pencher, et ça fait des années qu'on se penche sur le problème de la justice pour les adolescents, en disant il faut réformer absolument le code des jeunes qui date de l'époque de la libération et qui n'est plus adapté. Mais on parle là de gosses dans ce code, on parle de gosses de 14-15 ans. Non, mais justement, là on franchit, c'est ça qui me fait peur. On franchit une nouvelle étape. Ce sont des enfants, ce sont des petits-enfants. Ah oui. Un gosse de 9 ans, il est souvent comme ça. Enfin, c'est vrai. C'est épouvantable. Non, mais c'est épouvantable d'imaginer. Parce qu'un jour ou l'autre, on sent qu'il y a de la haine. Il y a de la violence, mais on sent qu'il y a de la haine. Et il y a la géographie qui joue. Je suis convaincu. Pourquoi on ne donne pas les prénoms ? Il y a un moment donné, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Toute la France a compris que les 5 enfants qui ont agressé le petit concernés, les 5 enfants avaient des prénoms qui étaient des prénoms d'origine musulmane. Tout le monde. Écoutez, on va pas aller sur ce terrain-là. Oui, moi j'y vais. Oui, mais si j'y vais parce que je ne fais qu'anticiper la presse de demain ou la presse d'après-demain, car tout le monde le sait. Oui, et même tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris dès la première minute. Alors jusqu'où ira-t-on dans le mensonge ou le retrait de la vérité pour se donner bonne conscience et pour continuer à faire semblant de vivre ensemble. Oui, mais on nous fait vivre ensemble. Vivre ensemble. Et non, on ne vit plus ensemble. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais les gens le savent, les gens le sentent et les gens l'entendent quand ils écoutent. Il n'y a pas besoin d'écouter CNews. Partout maintenant, on le sait. Gérard, on va pas mettre un lien entre. Vous savez que je suis un modéré. Vous savez que je suis pas un extrémiste. Je suis un modéré. On va pas mettre un lien. En tout cas, je ne mettrai pas un lien avec l'origine des prénoms. Mais je l'ai mis. Et puis ce qui a pu se passer, d'autant que l'enquête, si j'ose dire, est en marche, et c'est important de le préciser. En revanche, la violence dans le monde du football et dans cette jeunesse, elle nous intéresse, et évidemment, c'est de cela dont nous parlons aussi. Il est 16h46, nous marquerons une pause, à tout de suite.